Bonjour à tous, chers élèves de 4e, et bienvenue dans ce nouveau cours commenté d'histoire. Nous sommes actuellement en train d'étudier le thème 2, l'Europe et le monde au 19e siècle, et après avoir analysé ensemble et découvert la révolution industrielle, nous nous sommes lancés dans une des conséquences de la révolution industrielle, à savoir conquête et société coloniale, autrement dit la colonisation, et notamment la colonisation de l'Afrique, que nous avons déjà étudié à travers une étude de cas dans la séance 1, c'est-à-dire que nous avons vu ensemble la conquête de l'Algérie, comment l'Algérie est devenue française. Aujourd'hui, nous allons continuer cette séance 1 et nous allons étudier de façon plus précise la notion de société coloniale. Comment les autochtones, autrement dit les indigènes, vivent-ils aux côtés de ceux que l'on appelle les colons, les colonisateurs. À la suite de votre cours, comme si vous étiez en classe devant le tableau, vous allez donc noter, si vous êtes en 4e 5, petit 2, un exemple de société coloniale, l'Algérie française. Si vous êtes en 4e 2 ou en 4e 3, vous allez noter petit 3, un exemple de société coloniale, l'Algérie française. J'ai vu exactement les mêmes choses avec mes 3 classes, sauf que pour des raisons de planning, et notamment de perte d'heure avec les 4e 5, j'ai dû adapter mon plan afin de pouvoir permettre de mettre toutes mes classes au même niveau pour bien débuter le confinement. Pour comprendre ce qu'est une société coloniale, il faut d'abord bien avoir en tête que l'Algérie a une particularité, c'est la seule colonie de peuplement pour la France. Qu'est-ce qu'une colonie de peuplement? Je fais un petit rappel ici que vous n'avez pas besoin de noter, sauf si vous ne l'avez pas noté précédemment. Une colonie de peuplement est un territoire où des colons venus de métropole s'installent en grand nombre. Donc des Français venus de la métropole s'installent en grand nombre en Algérie. Et du coup, travailler en termes d'études de cas sur la société coloniale en Algérie française est particulièrement pertinent. Une fois que tout cela est noté et bien compris, vous allez pouvoir donc indiquer les références documentaires, page 116-117, la société coloniale en Algérie. Et le premier exercice que je vous propose aujourd'hui est un exercice d'identification des sources qui vous sont proposées dans le manuel. Quelles sont les sources qui ont été rédigées par les colonisateurs eux-mêmes? Quels sont les documents qui ont été rédigés par les indigènes eux-mêmes? Et quelles sont les sources que l'on peut considérer comme non historiques parce que ne datant pas de l'époque que nous sommes en train d'étudier? Je vous laisse, dans un premier temps, recopier tout cela et vous prenez quelques minutes en mettant une pause à cette vidéo pour indiquer tout simplement les numéros des documents qui correspondent donc aux 3 catégories que je viens de mentionner avec vous. On se retrouve juste après pour la correction. A tout de suite. Passons maintenant à la correction. Le document 1 est la première page de l'almanach du petit colon algérien, où vous pouvez entre autres apercevoir toutes les transformations que la colonisation a pu apporter en Algérie. Il s'agit bien évidemment d'un document des colonisateurs. Le document 2 est un décret pour l'établissement de colonies agricoles en Algérie en 1848. Donc il s'agit aussi ici d'un document provenant du colonisateur. Le document 3 est un tableau qui reprend au final les inégalités, entre autres, de la société coloniale en distinguant d'un côté les indigènes musulmans et de l'autre côté les Européens. Ici, il s'agit d'une source non historique, c'est-à-dire qu'un historien a utilisé plusieurs sources pour pouvoir arriver à ce tableau. Mais ce n'est pas un tableau qui date de l'époque coloniale. Par conséquent, on peut le considérer comme une source non historique, puisque fabriqué, entre guillemets, par un historien. Quant au document 4, il s'agit d'une photographie de la ville d'Alger, à cette époque-là, donc en 1880, ville coloniale. Là aussi, nous sommes dans un document provenant de la colonisation. Le document 5, quant à lui, indique et met en avant les revendications d'un Algérien. Vous l'aurez compris, donc le document 5 a pour source un indigène, un autochtone. Et enfin, pour terminer, le document 6, l'école outil de la mission civilisatrice. La mission civilisatrice étant l'une des missions, c'est fixer la France, notamment en Algérie, mais aussi dans l'ensemble de ses colonies, notamment par l'intermédiaire de l'école. Donc le document 6 est aussi
un document du colonisateur. Et comme vous pouvez le constater, donc on a majoritairement des sources qui sont des sources qui proviennent des colons. Cela s'explique par le fait que les indigènes étaient majoritairement analphabètes à cette époque-là, n'avaient pas forcément le moyen de se faire entendre. En temps de colonisation, ceux qui dominent sont ceux qui nous fournissent le plus grand nombre de documents historiques. Maintenant que nous avons correctement identifié les sources et que nous avons conscience que nous allons travailler à partir de documents qui émanent majoritairement des colons, je vous propose d'écrire à la suite dans votre cours petit b, prélever des arguments pour justifier des affirmations, et vous l'aurez compris, nous allons travailler donc sur la réalisation de cette carte mentale, que je vais vous laisser le temps, dans un premier temps, de recopier, et dans un second temps, d'essayer de compléter au travers des arguments que vous allez retrouver à travers les différents documents que je vous ai indiqués. Donc, 4 thématiques pour comprendre la société coloniale en Algérie. Tout d'abord, les groupes sociaux qui se côtoient, il y en a 2, il faut les distinguer, il faut les nommer. Ensuite, les apports européens dans la colonie, le document 4 en fournit certains, le document 5 en fournit d'autres. Les fortes inégalités entre les groupes sociaux, donc document 3 et document 4, et enfin les tensions sociales entre ces groupes sociaux. Je vous laisse mettre une pause à cette vidéo. Si cet exercice avait été réalisé en classe, je vous aurais laissé travailler aux alentours de 20 minutes à peu près. Donc prenez le temps de la réflexion. N'oubliez pas que c'est important de continuer à travailler les compétences, notamment vis-à-vis de la classe de 3e l'année prochaine. Donc bon travail à vous et on se retrouve dans une vingtaine de minutes pour la correction. Passons maintenant à la correction. Donc tout d'abord ce qui est la base de la société coloniale en Algérie, c'est-à-dire sa composition. Plusieurs groupes sociaux se côtoient en Algérie, en effet. Vous avez d'un côté les colons, qui sont majoritairement au XIXe siècle encore des agriculteurs, donc des propriétaires terriens pour la plupart d'entre eux, mais de nombreux colons vivent aussi dans les villes, donc sont aussi des urbains. Ces colons ont la particularité donc d'être français, d'avoir la nationalité française et donc tous les droits et les devoirs qui vont avec la nationalité française. Comme il s'agit d'une colonie de peuplement, les colons sont nombreux, mais bien évidemment, les indigènes sont majoritaires, hein, c'est ce qu'indique notamment le document 3, comme vous pouvez le constater. Les indigènes, c'est majoritairement la population musulmane, ceux que l'on appelle aussi les autochtones, c'est-à-dire ceux qui étaient là avant que la colonisation française n'ait lieu. Ce sont majoritairement des ruraux, mais certains d'entre eux travaillent aussi en milieu urbain, même s'ils sont minoritaires. 2 groupes sociaux, certes, mais des inégalités qui sont fortes. C'est ce qu'indique notamment le document 3, donc à travers le tableau qui vous est présenté. Une certaine forme de discrimination se fait jour envers les indigènes, très souvent de la part de l'État français lui-même, avec un accès à la scolarisation limité pour les enfants d'indigènes, peu d'accès aux terres, puisque les indigènes ont très souvent été expropriés de leurs terres, c'est-à-dire qu'on leur a supprimé la propriété pour la donner de manière arbitraire aux colons. Et le statut juridique est inégal. En effet, on vous a mis dans la dernière ligne, en termes de statut juridique, le code de l'indigénat et le droit français. Les Européens, c'est-à-dire les Français, je vous l'ai dit, sont de nationalité française et ont donc les mêmes droits et les mêmes devoirs que les citoyens qui vivent en France à cette époque-là. Tandis que la population musulmane indigène, elle, doit subir ce que l'on appelle le code de l'indigénat. La définition est notée page 116. Ce code impose des corvées et des travaux forcés, ainsi que des sanctions particulières qui ne correspondent pas au droit français tel que l'on entend. Donc, cela fait de la population musulmane, la population indigène qui vit en Algérie à cette époque-là, une population en dehors du droit français. De la même manière, dans la légende du document 4, il est noté qu'à Alger, on trouve à la fois des quartiers dits européens et une ville indigène appelée la Casbah. Vous êtes confronté ici au phénomène que vous avez déjà étudié l'année dernière en classe de 5e, à savoir la ségrégation socio-spatiale, à savoir quand 2 catégories sociales ne vivent pas dans les mêmes quartiers. Donc elles se mélangent la journée pour le travail, mais arrivé le soir, chacun regagne son quartier d'habitation qui n'est pas le même. Cette ségrégation socio-spatiale, on la trouve essentiellement dans les villes coloniales. Ce n'est pas le cas
dans les campagnes. Dans les campagnes, les musulmans et les Français, notamment en Algérie, se mélangeaient relativement facilement, étaient beaucoup plus proches, ce qui n'est pas le cas dans les grandes métropoles coloniales. Ces inégalités, vous vous en doutez, sont source de tensions entre les groupes sociaux qui vivent dans cette colonie de peuplement. Et donc, les indigènes, c'est ce qu'indique correctement le document 5, vont réclamer des droits. Ils veulent devenir de vrais citoyens, avoir les mêmes droits que les Français d'Algérie. Et parmi les droits que revendiquent les Algériens à cette époque-là, vous avez donc entre autres le droit de vote. Alors, pour votre information, sachez qu'il y a eu historiquement, hein, au XIXe siècle, des tentatives et de la volonté de la part de certains députés de donner la nationalité française ou une partie de la nationalité française à l'ensemble de ces 3,5 millions de musulmans qui vivaient en Algérie à cette époque-là. Le problème, c'est que la majorité des députés et des gouvernements qui se sont succédés durant le XIXe siècle et le début du XXe siècle se sont très souvent opposés à cette idée, non pas forcément uniquement pour des raisons culturelles, hein, et de différence en termes de religion, mais surtout par rapport au nombre en fait que constituait cette population musulmane d'Algérie. Assimiler 3,5 millions de personnes d'un coup, leur donner comme ça d'un coup la nationalité française, ça paraissait infaisable. Des tensions, certes, mais résumer la société coloniale en Algérie uniquement aux tensions, aux inégalités, serait rentrer dans un cliché dans lequel je ne veux pas vous faire rentrer. Il faut comprendre que les Européens ont apporté à ces colonies. Ils ont notamment modernisé les pays qu'ils ont occupés grâce à des infrastructures et des aménagements qui ressemblent bien évidemment, hein, à ce qui se fait en Europe. Voilà pourquoi on va parler de l'européanisation des villes coloniales en termes d'architecture, d'églises, la présence de tramways, la signalisation, les panneaux notamment de signalisation en langue française. C'est ce que vous pouvez voir sur le document 4 et ce que je vous propose de voir aussi à travers ce petit diaporama que j'ai trouvé sur Internet. Voilà, et enfin pour finir le document 6, hein, vous aurez rectifié mon erreur par rapport à la petite indication que j'ai faite tout à l'heure sur la vidéo. Il s'agit bien du document 6 et non pas du document 5. Donc ici, c'est l'instruction pour certaines jeunes filles musulmanes, la fameuse mission civilisatrice, l'argument moralisateur du ce pourquoi les Européens ont colonisé, donc notamment pour instruire les jeunes filles, les jeunes garçons musulmans, donc issus de ces colonies, afin aussi de diffuser les valeurs européennes qui sont considérées à cette époque-là comme universelles, puisque l'Europe domine le monde économiquement et politiquement. Ainsi s'achève ce cours commenté, mais aussi la séance 1 de ce cours sur la colonisation. Sachez que quand nous nous reverrons en classe, le développement construit que vous devrez rédiger portera uniquement sur cette séance 1, donc il y a 2 sujets potentiels. Donc commencez à réviser sérieusement et commencez à apprendre sérieusement, profitez du temps qui vous est donné pendant les vacances pour cela. Nous nous retrouvons donc vendredi pour un nouveau cours commenté, c'est-à-dire la suite de cette séquence et notamment l'étude de la séance 2 afin de contextualiser le phénomène de colonisation. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée, portez-vous bien, à très bientôt. Au revoir.